Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public. Nouveau Nouvel Esprit Public qui prendra la forme d'une thématique consacrée à Raymond Aron, né en 1905, la même génération, même année que Sartre, la même année que Mounier, et mort en octobre 1983. Pour évoquer l'œuvre et aussi la mémoire de Raymond Aron, sont donc réunis autour de cette table Nicolas Bavrez, essayiste, avocat et biographe de Raymond Aron, Jean-Louis Bourlange, essayiste, et Maximilien Radwanski, élève à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, et ci-devant collaborateur de cette émission, ce qui est un titre de gloire au moins aussi important que celui que j'ai cité juste avant. Venons-en donc à ce personnage et à ce penseur. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Cette phrase de Marx, dont on peut dire qu'elle résume la philosophie de l'histoire de Raymond Aron, constitue moins pour lui la traduction d'un désespoir face à la difficulté qu'ont les hommes à se représenter le sens de leur existence collective qu'un appel à un engagement mesuré et lucide, engagement dont Raymond Aron témoignera et fera preuve tout au long de sa vie. Engagé d'abord en 1940 avec la France libre du général de Gaulle à Londres, celui qui n'a alors publié comme texte majeur que son introduction à la philosophie de l'histoire, dont le contenu porte néanmoins en germe toute une vie de travail, selon les termes de son directeur de thèse, il côtoie le général à Londres pendant 4 années, devient secrétaire de la rédaction de la revue La France libre, où il publie des éditoriaux de stratégie qui seront remarqués. Engagé ensuite dans l'immédiate après-guerre, alors que Normalien, tout juste nommé professeur à la faculté de Toulouse avant la déclaration de guerre, les portes de l'enseignement étaient grandes ouvertes, il choisit le virus de la politique, devient éditorialiste à Combat, puis directeur de cabinet du ministre de l'Information, André Malraux. L'opium des intellectuels en 1954 ou la tragédie algérienne en 1957 entraîne Aron dans un tourbillon politique, médiatique et polémique. Son élection au Collège de France en 1970, consécration d'une carrière universitaire avec laquelle il a renoué en 1957, marque l'apaisement de ses relations avec l'intelligentsia, et notamment avec l'intelligentsia de gauche. Aron continue d'affirmer son engagement militant, que ce soit par ses nombreux éditoriaux au Figaro ou par sa participation au comité de soutien à Valéry Giscard d'Estaing. Plus qu'un spectateur engagé passivement, Aron est un théoricien du rôle de l'intellectuel en politique, qui tente de cerner les conditions qui justifient l'analyse rationnelle de l'action et de définir le champ de la politique en dehors de celui de la morale. Commentant dans ses mémoires l'évolution qui s'est faite en lui durant son séjour en Allemagne entre 1930 et 1933, pendant lequel il assiste à la montée du national-socialisme, il écrit ainsi « J'avais compris et accepté la politique en tant que telle, irréductible à la morale. Je ne chercherai plus, dans des propos ou par des signatures, à donner la preuve de mes bons sentiments. Penser la politique, c'est penser les acteurs, donc analyser leurs décisions, leurs fins, leurs moyens, leur univers mental. Le national-socialisme m'avait enseigné la puissance des forces irrationnelles, Max Weber la responsabilité de chacun, non pas tant la responsabilité de ses intentions que celle des conséquences de ses choix. Cette importance accordée à l'analyse lucide, objective de la réalité fera de Raymond Aron à la fois un étranger parmi ses collègues journalistes et l'un des plus fins analystes de la vie politique française pendant près de 40 ans. Quel est aujourd'hui le véritable héritage de Raymond Aron? Est-ce qu'il réside dans cette pensée de la politique? Ce sera l'un des sujets de notre conversation, pour laquelle je vais d'abord donner la parole à Maximilien Radwanski pour savoir comment Raymond Aron arrive dans l'existence intellectuelle d'un jeune homme qui a aujourd'hui encore du placenta dans les narines, si je puis me permettre. Maximilien Radwanski. Merci beaucoup déjà Philippe pour cette question qui est très pertinente, parce que effectivement tout le monde n'étudie pas Aron, il est en partie oublié d'une certaine manière. Et donc c'est une bonne question. Moi, j'ai découvert Aron avec un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Les étapes de la pensée sociologique ».
Et quelques étudiants qui font un peu de sociologie souvent lisent ce livre. Donc c'est une des voies d'accès qui peut-être existe encore aujourd'hui, mais il n'y en a plus énormément, ce qui est dommage. Donc c'est un livre incroyable parce qu'il présente un certain nombre d'auteurs classiques de la sociologie, Montesquieu, Marx, Tocqueville et d'autres, avec une exhaustivité, une synthèse vraiment incroyable. Et j'ai été vraiment frappé de la qualité de cette présentation, de la qualité du Raymond Aron professeur dans un premier temps. Et ensuite, je me suis plongé dans son œuvre, dans ses mémoires, et je dirais que l'homme, autant que l'œuvre, m'a passionné. Et vous savez, Lévi-Strauss disait que c'était un professeur d'hygiène intellectuelle. Je pense que c'est une lecture qui est formatrice et qui est exigeante et qui aide ensuite à mieux penser. Donc, si je peux encourager des étudiants ou pas étudiants à se plonger dans cette œuvre, c'est vraiment, ça sera bénéfique et très utile. Nicolas Bavrez. Ce qui frappe chez Aron, c'est effectivement à la fois le fait qu'il a été un grand savant. Il a marqué, par exemple, l'histoire de la philosophie en France. Comme disait Canguilhem, c'est l'homme qui a fait rentrer la philosophie de l'histoire dans la philosophie française. À travers le journalisme, c'est vrai qu'il a eu cette fonction de professeur d'hygiène intellectuelle des Français. Et puis, la dernière dimension, ça a été un combattant de la liberté. Et c'est vrai que ça le distingue vraiment de la plupart des autres intellectuels, puisque Aron vraiment sauve l'honneur des intellectuels français au XXe siècle. Il est le seul à avoir été à la fois anti-munichois, avoir été à Londres dès l'origine, avoir été ensuite, avoir été tout à fait engagé contre le communisme et les compagnons de route au moment de la guerre froide, et avoir été hostile aux guerres d'avoir été favorable à la décolonisation et hostile aux guerres coloniales, la guerre du Vietnam et ensuite évidemment la guerre d'Algérie. Et ça, là où ça lui donne aussi une dimension particulière, c'est que c'est un des rares intellectuels français qui a eu une vraie dimension internationale. Et dans des endroits très variés, quand on prend par exemple l'espèce de trajectoire intellectuelle de Mario Vargas Llosa, il a retenu 7 penseurs qui l'ont fait passer du communisme au libéralisme. Il y a 2 Français, Aron et Revel. Et à l'inverse, quand on regarde l'influence qu'a eu Aron de l'autre côté du mur, ils ont été finalement assez peu nombreux. Ses livres étaient traduits, diffusés sous force de samizdat. Et dernière chose qu'il distingue, c'est le seul Français qui a vraiment participé au débat stratégique américain autour de la dissuasion, de la défense de l'Europe et de l'invention de la riposte graduée au début des années 60. Donc ça en fait un personnage tout à fait unique. Et alors, c'est vrai que ce qui a été rappelé, que Aron a été d'une certaine manière cannibalisé par la mission intellectuelle qui s'était fixée lors d'une fameuse promenade sur le Rhin. Il avait dit que finalement le but de sa vie, c'était comprendre ou connaître mon époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de mon savoir, me détacher de l'actuel sans pourtant me contenter du rôle de spectateur. Aron a été, d'une certaine manière, sa vie a été dévastée, emportée par l'histoire du XXe siècle, qui est l'histoire des grandes guerres conduites au nom des idéologies. Et paradoxalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le retrouve. Parce que il y a eu la période d'oubli où on a pensé que la guerre et les idéologies étaient terminées. Et puis, aujourd'hui, les démocraties s'aperçoivent qu'elles ont vécu un nouvel entre-deux-guerres. Elles sont confrontées au retour de la menace des empires autoritaires. Elles sont confrontées à l'implosion du système économique et du capitalisme financier mondialisé. Elles sont confrontées surtout à l'explosion de la violence. Et en fait, on retrouve une dimension d'Aron qui est très présente, mais qui a toujours été sous-estimée, mais que retrouvent aujourd'hui les diplomates et les stratèges. C'est qu'Aron a été un grand auteur stratégique.
Il a commencé ses premiers écrits à Londres avec La France libre, où il découvre à la fois le journalisme et la stratégie. Il commente dans La France libre les opérations de la Seconde Guerre mondiale et avec, là pour le coup, une vraie analyse militaire et stratégique à laquelle il ne s'était pas livré dans les années 30. Et ensuite, ça va être le pédagogue de la guerre froide. C'est sa fameuse formule paix impossible, guerre improbable. Ça va être le pédagogue de la dissuasion nucléaire. Ça va être aussi celui qui va essayer de penser les transformations, y compris de l'Union soviétique après la mort de Staline. Ça va être l'homme qui va montrer que la France va perdre en Algérie, pas militairement, mais elle va perdre stratégiquement parce qu'elle se bat contre ses propres valeurs et ses propres idées. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on retrouve Aron. Pourquoi ? Parce que à cause de, par exemple, les discussions sur la dissuasion nucléaire aujourd'hui sont intéressantes parce qu'on retrouve certains des débats des années 60, parce que quand on essaye de penser ce système du 21e siècle, un système qui est à la fois multipolaire et hétérogène, on retrouve les catégories de paix et guerre entre les nations, parce que quand on essaye de penser le rapport des démocraties à la guerre, on retombe sur penser la guerre Clausewitz. Et donc, Aron est aujourd'hui redécouvert parce qu'il avait imaginé le monde de l'histoire universelle et commencé à essayer d'en penser les contradictions, parce que il n'est jamais tombé les espèces de modes sur la fin de la géopolitique, des frontières, des États, de la guerre, tout ça a explosé. Et donc on retrouve, les vrais penseurs qui se sont coltés avec ces réalités fondamentales. Et aussi parce que aujourd'hui, de nouveau, la liberté politique est clairement l'enjeu central, est redevenu l'enjeu central de l'histoire du XXIe siècle, avec des empires autoritaires, une alliance entre la Chine et la Russie, et derrière des pays hautement problématiques, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie, et des pays comme le Venezuela ou Cuba. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Aron revient en fait tout à fait au cœur de ce qu'il nous faut, enfin ce que les démocraties ont essayé de refouler et ce qui revient au premier plan, c'est-à-dire la guerre et surtout la possibilité de la guerre totale et donc les moyens d'essayer de la contenir et de contenir la violence. Jean-Louis Bourlange. Oui, je souscris évidemment complètement à tout ce qui vient d'être dit. C'est pas la peine que je le répète. C'est tout à fait clair que là est l'apport de Raymond Aron. Il m'a semblé, Philippe, que votre question avait une dimension personnelle. C'est comment des gens de différentes générations, notamment la mienne, par où est-on rentré dans Raymond Aron ? Parce que Raymond Aron, c'est une œuvre énorme. C'était un polygraphe extrêmement actif. Et moi, je suis rentré dans Raymond Aron, pas par les livres les plus intéressants, mais qui étaient très forts, c'est-à-dire la trilogie La société industrielle, Eddie Wilson, La lutte des classes et Démocratie et totalitarisme. Et j'ai découvert ça dans les années 60, et c'était quelque chose de tout à fait important. C'est après que je me suis plutôt focalisé sur les grandes réflexions sur l'histoire, dimension de la conscience historique, l'opium, évidemment, l'opium des intellectuels, la préface de Max Weber, Le savant et le politique, toute cette réflexion très... Et après, j'ai lu systématiquement ce qui paraissait, mais après, ça a été les questions qui ont été abordées par Nicolas à l'instant, c'est-à-dire toute la dimension internationale, paix et guerre, évidemment, qui est une somme qui est un petit peu pesante, hein, mais toutes les réflexions stratégiques, Clausewitz, etc. C'était, donc, on est rentré par là. Pourquoi Aron nous a... en tout cas, a été pour moi le contemporain intellectuel capital, enfin le contemporain, le maître à penser capital. Je crois d'abord parce que, sans être le Duce, aveva sempre ragione. Il avait toujours raison, c'est-à-dire que c'est assez rare de voir un intellectuel qui a pris, dès les années 30, la mesure du danger principal qu'était le nazisme.
on ne peut pas dire que Sartre et Simone de Beauvoir aient été aussi attentifs à cette réalité. Il a tout de suite compris que c'était le danger principal. Ensuite, il a compris, il a combattu le stalinisme, alors que tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, de très intelligents, cédaient au stalinisme. Et enfin, il a mesuré très vite la réalité du drame algérien et la nécessité d'en finir avec la parenthèse, comme dirait Clémenceau, la parenthèse coloniale. Donc ça, c'est quand même 3 grands conflits dont il a perçu avec énormément de lucidité la raison. Et la chose qui est fascinante, c'est sa solitude. Je crois que c'est la solitude. En réalité, il a été un témoin. Dans les années 30, les gens, il n'y avait pas grand monde qui disait des choses extrêmement précises. Le général de Gaulle ruminait, le colonel de Gaulle, le colonel Motors, comme on disait, ruminait dans son coin sur le danger du nazisme. Churchill était seul au Royaume-Uni. Les communistes obéissaient à Staline dans un sens ou dans l'autre. Il a vraiment très pleinement, très clairement mesurer ça au moment de la guerre froide. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir comment, et ça c'est la base de la thèse de l'opium, comment des gens intelligents peuvent délirer. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il montre, tous ces gens étaient remarquables, qui adhéraient, même des gens comme François Furet, qui après s'en est beaucoup remis, mais des gens comme le roi Ladurie. Le roi Ladurie écrit dans Paris-Montpellier, il n'arrive plus à comprendre, le roi Ladurie n'arrive plus à comprendre comment le jeune, le roi Ladurie, a pu être fasciné par le stalinisme. Aron, il coupe d'entrée de jeu, il dit tout. Et il est rejoint par Merleau-Ponty, qui, après avoir écrit des sottises dans les aventures de la dialectique, publie un livre qui est en fait profondément aronien, avec cette phrase qui est de Merleau-Ponty, mais qui pourrait être de Aron: l'histoire n'a pas un sens, mais elle a du sens. Et donc il a montré, alors il y a Camus évidemment, mais Camus c'est une histoire personnelle, c'est son Algérie, c'est sa mère, c'est très beau d'ailleurs comme itinéraire, mais c'est très différent. Tandis que lui, il pense tout seul, le contraire de l'ensemble de la tribu intellectuelle. Ça, je crois que c'est vraiment tout à fait fascinant. Et puis le reste, c'est que effectivement, il pense. Moi, je l'ai pas bien connu, j'ai eu quelques entretiens avec lui, mais il pense en termes absolument rigoureux à ce qu'est la politique. Ça, Nicolas l'a rappelé, la morale par la responsabilité et pas par les intentions, qui n'est pas du tout une critique du kantisme, c'est pas du tout comme ça que ça se présente. C'est simplement de dire que quand on fait quelque chose en politique, le seul juge, c'est de savoir ce que ça produira comme effet. C'est pas la fin excuse les moyens, pas du tout. Et ça, il le comprend très bien, et je pense que dans tout ce qui a été ma vie politique, soit en tant que commentateur, soit en tant qu'acteur, en tant que parlementaire, j'ai toujours eu à l'esprit la grille d'analyse de Raymond Aron, qui permet effectivement, ça ne conduit pas forcément à ne pas se tromper, hélas, mais ça permet d'analyser en termes adéquats les problèmes qui sont posés à un acteur politique. Alors pour rentrer dans Raymond Aron, quel que soit l'âge, la formation, etc., je pense que les mémoires sont une porte formidable. C'est aussi le témoignage de ce qu'il peut y avoir de terrible, de tragique, de sinistre, dans le fait que, selon la formule j'ai oublié son prénom, d'Enthoven, pour réussir à Paris, il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron, ce qui reste encore aujourd'hui une vérité du fonctionnement de notre vie intellectuelle. Et je dois dire, j'ai découvert Aron par un biais relativement personnel, parce que mon beau-père était à Londres et que Raymond Aron, mon beau-père était né en 20 et Aron était né en 5, et Aron tenait une espèce de salon en même temps qu'il était l'animateur de la revue de la France Libre, et il tapirisait, comme on disait à l'école normale, des jeunes gens
qui n'avaient qu'une envie, c'était justement d'apprendre. Et il leur a laissé un souvenir absolument inoubliable. Et d'ailleurs, il est resté lié amicalement avec certains d'entre eux. C'était aussi une de ses caractéristiques, si on peut ajouter aux qualités du penseur des qualités de l'homme, c'était il avait un côté enfantin, je dois dire. Il avait un côté enfantin. J'ai été son voisin de couloir à l'Express pendant les années où il était éditorialiste à l'Express et où j'étais rédacteur en chef de la partie culturelle. Et il venait toutes les semaines, alors qu'il aurait très bien pu se contenter de recevoir par fax la copie de son article. Mais les articles, la plupart du temps, il faut toujours ou ajouter ou couper. Il faut que ça tombe dans le... Alors il venait et il nous faisait, quelques-uns dans son bureau, la lecture à haute voix. Et de temps en temps, il s'arrêtait pour nous indiquer pourquoi il fallait qu'on savoure une formule qu'il avait trouvée. Et je me souviens qu'un jour, je ne sais plus de quoi il parlait, mais il s'est arrêté et il m'a regardé, il a dit « C'est assez dur, ça, n'est-ce pas ?» On l'appelait monsieur, tout ça. Quand il n'était pas là, on l'appelait papy, mais quand il était avec nous, on disait « Oui, monsieur ». Il regarde et dit « Bon, c'est égal. Le pouvoir est habitué à mon insolence. » Il a continué là-dessus. Et il était content. Bref, ce ne sont que des anecdotes, mais le fait d'avoir été un homme aussi aimable qu'un intellectuel aussi puissant n'est pas complètement neutre. Et ce rapport entre Sartre et lui et d'ailleurs, Jean-Louis, quand on a réfléchi à cette émission, vous aviez évoqué Foucault. Vous le posiez plus à Foucault que vous ne le posiez à Sartre. Oui, non, j'avais raisonné sur Foucault. Sartre, il y a des catégories humanistes qui sont malgré tout assez proches, bien que les conséquences qu'il en tire sont radicalement différentes. Foucault, c'est quelque chose ce qui est magnifique chez Foucault, c'est aussi ce qui est horrible, c'est-à-dire en fait un relativisme absolument fondamental. Et ça, c'est quand même très, très grave. Foucault, il le dit d'ailleurs, il le suggère dans ses essais sur les marxismes imaginaires à propos d'Althusser. C'est-à-dire sur le structuralisme d'Althusser, il a pour Althusser assez peu de considération. Il a beaucoup de respect pour Sartre. Je ne sais pas si c'est un problème générationnel. Sur Foucault, il parle sur Althusser, je crois, mais ça s'applique aussi à Foucault. Il parle de Ricardo et de la coupure épistémologique voulue par Althusser, c'est-à-dire l'idée, c'est que globalement, l'histoire n'est pas faite par les hommes, elle est faite par les structures, et puis donc le moralisme, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu la tendance aussi qui se dégage de Lévi-Strauss, fondamentalement. Et alors, il dit à un moment, Althusser dit la coupure épistémologique, il n'y a pas de différence entre Ricardo et Lénine, pratiquement, ils sont tous dans la modernité, et il a une formule quand même que je crois qu'Althusser, ce ne sont que rides au bassin d'enfants, et Aron dit rides au bassin d'enfants, des millions et des millions de morts. Donc il rappelle toujours quand même l'engagement moral. L'homme, le fait qu'on combat en politique pour une certaine idée de la liberté, de la dignité, etc. Et que c'est un absolutisme, c'est une valeur fondamentale. Moi, j'ai adoré les mots et les choses de Foucault, mais l'idée que les systèmes épistémologiques du XVIe siècle c'est absolument équivalent de ceux de Descartes, ça ne passe pas pour moi. Ce relativisme-là ne passe pas, et il ne passait pas chez Foucault, mais reconnaissons que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est dominé par Foucault, qui est dominé par ce relativisme, par le fait que, également le livre de Lévi-Strauss, Race et Histoire, on dit qu'il y a des sociétés qui sont différentes, des structures différentes, elles ont chacune leurs qualités, leurs propriétés, et il s'agit de ne pas les juger. Aron n'était pas cet homme-là. Aron était conscient de la dimension humaniste de la vie collective et de l'exigence politique. Je crois que c'est quand même quelque chose qui est absolument nécessaire de rappeler aujourd'hui. Nicolas Bavrez. On peut dire par certains côtés que
c'est Aron qui est le véritable existentialiste, parce que Oui. c'est un existentialisme responsable. C'est contrairement à Sartre, c'est d'ailleurs lui qui avait fait découvrir les phénoménologues à Sartre après son séjour en Allemagne. Et donc c'est vrai que chez Aron, il y a la pensée de l'histoire telle qu'elle est et non pas telle qu'on la rêve. Et ça, c'est un côté extrêmement réaliste. Mais il y a un côté aussi qui est extrêmement clair, c'est la dimension du combat. Et la dimension du combat pour la raison et pour la liberté qui fonde la dignité des hommes. Et c'est ça qui, cette dimension de courage de la vérité, assumée, y compris au prix de la solitude, au prix de beaucoup d'attaques et d'une vie qui a été marquée par un certain nombre de tragédies personnelles, mais aussi par l'exclusion du milieu qui était le sien, parce qu'en réalité, Aron a toujours été un intellectuel de gauche dans sa sensibilité. Et la deuxième chose qu'il faut dire en matière de méthode, c'est l'élégance d'Aron, son éthique de la discussion intellectuelle. Parce que on a parlé de Foucault. Foucault est venu au séminaire Aron. Quand on regarde tous les sociologues qui l'ont critiqué, voire insulté, comme Bourdieu, Touraine. Bourdieu a été l'assistant d'Aron. Touraine a fait sa thèse avec lui. Il a toujours été extrêmement ouvert, attentif aux autres et n'a jamais, c'est un vrai libéral au sens où la pensée, y compris critique sur ses idées, ne l'a jamais effrayé et qu'il a même plutôt toujours défendu et promu des gens qui ne pensaient pas comme lui. Y compris Bourdieu. Y compris il a beaucoup Bourdieu. d'admiration pour Bourdieu. Mais ça se voit aujourd'hui. On parlait par exemple de Sartre. La meilleure introduction à Sartre, ça reste Histoire et dialectique de la violence. Il n'y a pas de meilleur livre qui a été écrit sur la pensée de Sartre. On parlait tout à l'heure des étapes de la pensée sociologique. Le meilleur connaisseur, le meilleur analyste de Marx, bien supérieur à Althusser, c'est Aron sur le XXe siècle. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette capacité, là encore, à chercher à comprendre et discuter, y compris avec, de même qu'en politique, il essaie de comprendre, y compris les monstres, Hitler et Staline, et de montrer ensuite comment on peut essayer de répondre aux menaces qu'ils représentent. Et en matière intellectuelle, il essaye toujours de comprendre celui qui est son contradicteur. Et il le prend toujours par le haut. Pour terminer, juste pour Sartre, c'est quand même étonnant de voir qu'à la fin, quand Sartre est très malade, il y a les entretiens où on voit que Sartre est sorti de lui-même par Béni Lévy, qui fait une pression sur un homme qui n'a plus la maîtrise de l'ensemble de ses moyens, et qui le tire, d'ailleurs, d'une certaine manière, il le tire sur des idées qui seraient plutôt aroniennes. Et c'est Aron qui prend la parole pour dire mais c'est une pression sur quelqu'un qui n'a plus... Le vrai Sartre qu'on peut critiquer, etc. Mais Béni Lévy a trahi Sartre et l'a emmené sur des chemins qui, en réalité, ne sont pas les siens. Donc, il avait cette générosité qui était d'être capable de défendre, y compris un adversaire, en estimant que le traitement qui lui était réservé n'était pas loyal. Maximilien Radwanski. Avec tout ce qui a été dit, on voit à quel point c'est une œuvre immense. On a parlé d'énormément de choses. Nicolas parlait à l'instant de Sartre, on pourrait faire une émission entière sur Sartre et Aron. Je pense que pour comprendre, l'œuvre d'Aron apparaît, dans un premier temps, elle est immense, elle apparaît assez dispersée. Alors qu'en réalité, il y a une vraie unité dans cette œuvre, une vraie unité et une vraie cohérence intellectuelle, et on ne peut pas comprendre Aron si on ne revient pas sur sa jeunesse, ses années de formation, et en particulier son séjour en Allemagne. Vincent Duclerc avait parlé d'une jeunesse péguiste, en ce sens que c'est une jeunesse dans laquelle, et en particulier avec le voyage en Allemagne, il arrive à la maturité intellectuelle, en découvrant en fait pendant ce séjour l'histoire. Il la découvre à la fois avec la chute de la République de Weimar, et il la découvre aussi à la fois sur le plan philosophique. Il est en 32 en Allemagne. Il est entre 30 et 33, effectivement. 30 et 33, oui. Et donc il découvre l'histoire à la fois sur le plan philosophique, parce qu'il découvre
un certain nombre donc il découvre les phénoménologues, on en a parlé, mais il découvre aussi Max Weber, il découvre Rickert, Simmel, Dilthey, et ça va être extrêmement important, pour sa thèse. Et donc on ne peut pas comprendre Aron et l'unité de cette œuvre sans se reporter à cette introduction à la philosophie de l'histoire qu'il défend en 1938 face à ses maîtres qui étaient en opposition face à ses maîtres, en opposition face à Léon Brunswick, face à Bergson, qui n'avaient pas la même vision que lui de l'histoire. Et on peut en parler un petit peu, mais il faut vraiment revenir sur le cadre philosophique qu'il élabore dans cette thèse. Et il va être fidèle à cette épistémologie de la science historique toute sa vie. Et c'est pour ça, on a dit, il avait souvent raison, il avait presque toujours raison, et il avait une éthique de la discussion incroyable vis-à-vis de Sartre qu'il ne partageait pas. Pourquoi ? Parce qu'il est resté fidèle à ce cadre philosophique qu'il développe à ce moment-là. Et même dans ses mémoires, en fait, ses mémoires sont incroyables parce que c'est pas seulement une vie qu'il raconte. Il essaye vraiment d'essayer de comprendre comment il a réfléchi à une époque. En permanence, il dit « Je ne sais pas si je peux redire exactement comment j'avais vécu ce moment-là. Je ne sais pas exactement comment je pensais à ce moment-là. J'essaye. » Donc il y a cette espèce d'effort intellectuel, d'honnêteté intellectuelle jusque dans sa propre vie. Et d'ailleurs, il a toujours eu une pensée autocritique. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a eu aussi souvent raison, parce qu'il y a une rigueur, une méthode qu'il a ensuite développée dans beaucoup d'analyses, qui est pluridisciplinaire. En fait, l'unité de cette œuvre, c'est vraiment un dialogue avec Marx tout au long de sa vie. Et donc, comme disait Nicolas, ça a été de loin le meilleur commentateur et celui qui a le plus lu et qui a le mieux compris Marx. Donc, Marx avait une ambition considérable dans son œuvre. Il essayait d'embrasser toute la société. Aron a eu la même ambition de comprendre la société et de comprendre comment on la comprend. Donc ça, c'est la partie épistémologique. Et le mot « comprendre » est important parce que c'est la différence qu'il trouve chez Dilthey entre la compréhension et l'explication. Il a cherché à comprendre la société dans laquelle il était aussi honnêtement que possible. Et donc, il s'est intéressé à l'économie, il s'est intéressé à la sociologie, il s'est intéressé à la politique. Et c'est pour ça que c'est une œuvre aussi foisonnante, mais en même temps aussi cohérente. Et c'est grâce à ce cadre philosophique qu'il développe dans cette thèse. Et à l'école normale, alors les trois noms qu'on a mentionné Aron, vous avez parlé au début, mais Sartre et Foucault jouissent de quelle aura Alors, sur le plan philosophique, Foucault est toujours beaucoup étudié. Sartre aussi. Et d'ailleurs... Qu'est-ce qu'on étudie dans Sartre ? On étudie, bien sûr... L'être et le néant, c'est bien, mais c'est une histoire de la philo, en fait. Mais ouais. La critique de la raison dialectique, faut se la fader, hein. Non, mais effectivement... Si vous êtes à l'école normale, c'est pour vous fader des choses, monsieur Bourlange. Effectivement, l'être et le néant est encore beaucoup étudié. Oui. Il y a encore beaucoup... Mais Sartre jouit toujours quand même d'une réputation incroyable. Mais d'ailleurs, vous savez que Sartre avait dédié l'être et le néant à Raymond Aron et lui avait dit une introduction ontologique à ta thèse, introduction à la philosophie de l'histoire. Parce qu'il y a quand même, chez Aron et chez Sartre, l'importance de la liberté. Liberté fondamentale chez eux. Mais, c'est important... elle est beaucoup plus absolue chez Sartre que chez Aron, parce que chez Aron, la liberté comporte évidemment des limites. Chez Aron, il y a vraiment cette importance du réel. Elle est inscrite dans le réel, et la première limite, c'est le passé. En fait, chez Aron, la liberté ne peut pas être aussi absolue que chez Sartre, parce que le passé est important. Et il utilise des exemples. Il dit, par exemple, le remords ou la fidélité sont des exemples des limites qu'il y a dans la liberté par rapport au passé. Mais la différence, me semble-t-il, c'est que, je vais peut-être dire quelque chose d'un peu provoquant, mais que la pensée de Sartre est une pensée de la liberté qui est une pensée mercenaire, parce qu'il l'a mise au service du Parti communiste, du bolchevique, alors que chez Aron, la pensée de la liberté est une pensée libre. Je crois que c'est quand même la faute fondamentale c'est pour ça que la critique de la raison dialectique est quand même un livre épouvantable, c'est cette espèce de soumission, d'ailleurs non reconnue par les bolcheviques, qui trouvent que c'est absolument un truc de petit bourgeois, l'existentialisme sartrien, c'est de dire non, on est au service de ça, et du coup, d'où tout l'ensemble de la rubrique d'injures de Sartre sur les vipères lubriques, toute cette espèce de haine qui est celui du néophyte qui veut se faire bien voir par les gens dont il a accepté de servir la cause, alors que c'est pas vraiment la sienne. Et puis il y a une autre dimension antidémocratique fondamentale de la liberté chez Sartre, oui. C'est que chez Sartre, la liberté provient, est ancrée dans l'exercice de la violence.
c'est la révolte qui permet d'accoucher de la liberté. Et ça, évidemment, la violence, c'est une arme de destruction massive de la démocratie. Donc c'est l'autre point plus philosophique sur lequel la pensée de Sartre est incompatible avec la démocratie. Et ça, dans Marxisme imaginaire, l'essai sur Sartre, Aron le montre parfaitement. Il montre tout à fait la dimension fasciste de la pensée sartrienne, c'est-à-dire le groupe se constitue dans l'hostilité violente. Absolument. Le passage de la foule de la série. C'est une pensée de la masse groupe, et une pensée de la violence. C'est une pensée agressive, hostile. Et moi, je me rappelle, j'ai eu une discussion avec ce qu'on n'a pas évoqué, le rapport de Sartre à Julien Freud notamment, le fait qu'il a préfacé l'essence du politique de Julien Freud. Et Freud définit la politique par trois catégories, le privé et le public, l'ordre, l'obéissance et le commandement. Et le troisième, qui est beaucoup plus délicat, qui est tiré de Carl Schmitt, sur l'ami et l'ennemi. Et j'avais, à la conférence Olivain, Sartre était venu, et je l'avais apostrophé, puis on avait longuement discuté après. Je lui avais dit, mais c'est l'ami et l'ennemi, c'est quand même, vous copatronnez avec Carl Schmitt la thèse de Julien Freud. Carl Schmitt, c'est quand même quelqu'un, il faut s'y faire, c'est assez dangereux. Alors il m'avait d'abord répondu assez drôlement, il m'a dit, vous savez, la politique, c'est une activité dangereuse. Ça m'avait paru très juste. Et après, il m'a dit qu'il avait effectivement, il s'était distingué de Freud. Il avait expliqué à Freud que dans ces trois éléments, la dialectique de l'ami et l'ennemi n'était pas pertinente parce que, c'est l'expression qu'il avait employée, ce n'est pas axiologique. C'est-à-dire que tout le monde est tour à tour ou simultanément ami et ennemi. On est plus dans une culture d'associés rivaux. Mais c'était quand même très intéressant parce que c'est la même référence qu'à Sartre. C'est-à-dire qu'il refusait de voir dans la politique une activité fondamentalement d'un groupe hostile à un autre groupe, même si son réalisme savait que les associés rivaux, la lutte, la pénurie, l'orgueil, la libido dominandi, tout ça transformait la vie internationale en quelque chose de très, très, très dur. Mais il ne posait pas en principe l'idée de l'hostilité, de la fraction fondamentale du genre humain entre des entités hostiles. On retrouve en fait exactement la même discussion, et celle-là, elle a des retentissements directs sur notre présent, autour de Clausewitz, puisque... Oui. Aron a été critiqué en Allemagne en disant qu'il affadissait Clausewitz parce que, en face de la logique du duel, de l'ascension aux extrêmes... À la guerre absolue, oui. Et donc de la course à la guerre absolue, Aron voit chez Clausewitz la raison politique en face, et puis les passions aussi, les passions des peuples. Et donc, par rapport à tous ceux qui ont vu uniquement chez Clausewitz le théoricien de la montée aux extrêmes de la violence et donc de la guerre totale ou le culte de l'offensive, Aron met en face justement la raison politique. Et je crois qu'il a raison et dans son interprétation de Clausewitz et surtout dans la manière dont il faut essayer aujourd'hui de reconcevoir un certain nombre d'instruments par la politique qui permettent en tout cas de contenir, de freiner ou de remettre un certain nombre de limites à la violence dont on voit qu'elle est en train de se libérer de tout ce qu'on avait essayé de construire pour l'encadrer. Alors, il y a la violence dans les relations internationales et puis il y a la violence dans la société, dans un contexte, je dirais, qui fait penser à l'anomie. Est-ce que Aron a été le penseur de ça? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Aron a été un penseur de la société? Il a été un penseur de l'économie, il a été un penseur de l'histoire, il a été un penseur des conflits, il a été un penseur de la politique. Mais est-ce qu'il a été un penseur... Qu'est-ce qu'il a compris de mai 68 et qu'est-ce qu'il n'a pas compris de Giscard d'Estaing, si je puis dire, c'est-à-dire de ce qui se passait dans la société sous le règne de cet homme qu'il a soutenu, Maximilien Radwanski, qui est né longtemps après. Non, mais il y a des gens encore aujourd'hui qui étudient Aron, et parmi ces interprètes, il y a Serge Audier. Et Serge Audier a essayé de montrer comment la conception aronienne de la liberté était plurielle. C'est un libéral d'abord, mais
il y a d'autres dimensions qui sont importantes. Il y a une part de républicanisme chez Aron et aussi une part de socialisme. Et en fait, sur la question de la société, il y a un livre assez important qui s'appelle Plaidoyer pour l'Europe décadente. Et en fait, dans ce livre, il parle justement de cette tendance à l'individualisme et ça l'inquiète. Et c'est une inquiétude républicaine. Et c'est plutôt un Aron à la fin de sa vie qui va effectivement avoir une réflexion là-dessus et il reparlera notamment de la vertu machiavélienne qui est extrêmement importante. Donc chez Aron, il y a la défense de la liberté individuelle, bien sûr, mais aussi la défense des libertés politiques, l'importance de l'engagement du citoyen. Et Aron est quelqu'un qui s'est engagé toute sa vie. C'était sa position de spectateur engagé, mais l'engagement était quelque chose de fondamental. Dès sa thèse, d'ailleurs, il en parle. Dans sa thèse, il essaye de montrer quelle est la limite entre l'action et la réflexion. Et on peut sortir du relativisme en réfléchissant à son historicité, donc sur le plan de la connaissance, mais on peut aussi s'inscrire dans l'histoire en s'engageant. Et l'engagement est quelque chose de fondamental, l'engagement des citoyens pour la liberté. Donc de ce point de vue-là, on peut dire effectivement qu'Aron avait anticipé quand même. C'était un grand lecteur de Tocqueville, bien sûr c'est lui qui l'a réintroduit, D'ailleurs, c'est grâce à Aron que François Furet s'est intéressé comme ça à Tocqueville. Donc il y avait cette inquiétude civique du manque d'engagement des citoyens. Nicolas Bavresse. Pour la société, il y a deux choses. D'abord, il y a tout le Aron qui a été rappelé par Jean-Louis Bourlange, la pensée de la société industrielle, qui est quand même un énorme pan, et avec justement le contrepoint entre la société industrielle qui rapproche les sociétés occidentales de celle du bloc soviétique, mais à l'inverse, le pendant qui est démocratie et totalitarisme, c'est la politique qui prime, et sur la politique, il n'y a pas de réconciliation possible. Mais Aron a aussi beaucoup travaillé sur les contradictions de la liberté au sein des démocraties, en montrant les différentes logiques, la logique de la croissance, la logique de la socialisation, avec des travaux sur l'éducation, et la manière dont la démocratie, c'est la conciliation de libertés contradictoires. Difficile. Les désillusions du progrès, c'est assez pessimiste. Voilà, exactement. Ou même l'essai sur les libertés qui parle aussi de cette contradiction interne à la démocratie. Ensuite, il y a deux reproches qui lui ont été faits. Au moment de 1968, effectivement, l'idée qu'il n'aurait pas compris le mouvement profond de la société française avec son terme de révolution introuvable. Et là-dessus, je pense que le procès manque en fait sa cible et que c'est Aron qui a raison. Le mai 68 n'était pas un programme alternatif de gestion de la société. C'était le résultat à la fois d'une grande politique de l'offre qui avait décalé effectivement et créé une frustration, fait basculer, pour le coup, c'est un des rares moments de l'histoire de France où la valeur ajoutée a basculé massivement du côté de l'investissement par rapport au travail. Et il y avait un besoin de rattrapage. Et puis c'est vrai que la modernisation économique était allée beaucoup plus vite que la modernisation politique et sociale. Il y a un autre reproche qui lui a été fait, précisément autour de Paix et Guerre, c'était l'idée que Aron reste c'est le dernier des grands philosophes des Lumières, d'une certaine manière. C'est un homme du XVIIIe siècle parce que pour lui, il y a le système international, les États et les sociétés. Et l'État est vraiment le pivot parce que c'est l'État qui structure le système international en défendant sa souveraineté et qui assure la paix civile et donc l'ordre qui permet de fonder la démocratie à l'intérieur des nations. Et donc on lui a reproché d'avoir accordé trop d'importance aux États et d'avoir sous-estimé le mouvement d'ouverture des économies et des sociétés. Et d'une certaine manière, c'est entre guillemets pour ça que justement tous ceux qui ont défendu l'idée de la fin de l'état des frontières, de la guerre, du travail et autres dans les deux premières décennies du XXe siècle étaient dans cette tendance qui critiquait Aron pour ça. Et en réalité, Aron n'a jamais
sous-estimer le fait qu'avec le mouvement du capitalisme, avec le mouvement des sociétés, avec le mouvement des technologies, évidemment, il y avait de plus en plus d'interdépendances. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces interdépendances, évidemment, elles se sont renforcées. Elles n'ont évidemment rien à voir avec la société industrielle des années 60, mais on voit bien aujourd'hui que ce sont les États qui gardent la main. Et donc, dans le monde du XXIe siècle, et qui gardent la main, y compris avec, dans la dimension de ce grand affrontement entre les nations, et dont certaines, mais minoritaires, sont libres, et puis la renaissance d'empires, qui sont des empires extrêmement agressifs et qui se fixent pour objectif la destruction de l'Occident et de la liberté politique. Jean-Luc Bourlange. Oui, sur la question de la société industrielle, je crois qu'il faut bien voir que quand il publie, quand il fait son cours et quand il publie La société industrielle et la lutte des classes, et démocratie et totalitarisme après, en réalité, il s'oppose à une thèse qui est notamment très développée dans les colonnes du Monde, qui est la convergence des systèmes. Il montre très bien qu'il y a effectivement des points communs entre les sociétés industrielles, la domination de l'industrie, etc. Mais qu'en réalité, les ressorts de ces sociétés sont fondamentalement différents selon qu'ils sont orientés par l'initiative des acteurs sociaux dans les systèmes capitalistes, libéraux, etc., ou par l'État central comme dans les systèmes soviétiques. Ils s'opposent à des gens, par exemple, comme Duverger, et les théoriciens de l'Union de la gauche, qui disaient au bout du compte, tout ça converge. Donc le Parti communiste et la FGDS, ça va aller ensemble puisque les sociétés se rapprochent. Lui, il pense au contraire, et justement, ce que m'a montré notamment les opérations de 68 en Tchécoslovaquie, etc., que la rupture est totale. Sur mai 68, il y a quand même une dimension très importante, c'est qu'il ne peut pas accepter les bobards. Il ne peut pas accepter la naïveté idéologique. Ces deux références dans la Révolution introuvable sont des références auxquelles nous sommes évidemment sensibles, c'est Flaubert et Tocqueville. C'est-à-dire, Flaubert, c'est quand même dans l'éducation sentimentale, c'est la dénonciation de la niaiserie 48arde à toutes les pages, et Tocqueville également, c'est une réflexion extrêmement serrée sur les risques, qui apparaît dans les souvenirs en particulier, sur les risques de dérive vers un système autoritaire qui va évidemment aboutir au bonapartisme. Et donc, il est tout à fait dans la logique pascalienne de l'ange et la bête. Qui veut faire l'ange fait la bête. Et ça, il ne veut pas couper à ça. Et puis, il y a la réaction de l'universitaire. Il sait que l'université, ça fonctionne pas sur le mode chacun doit être le maître de tout le monde, etc. Il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'il y ait des maîtres, il faut qu'il y ait des gens qui écoutent, il faut qu'il y ait des gens qui discutent, pas du tout autoritaire, mais il faut que ce soit un débat organisé, libre, et tout le réformisme universitaire qu'il porte est évidemment tout à fait justifié d'ailleurs, n'est pas du tout celui de l'égalitarisme 48-ardiste, 68-ardiste. Et il est... alors, est-ce qu'il a eu peur en mai 68 ? Moi, je crois que non. Il a vraiment tout de suite vu la dimension, il le dit, il emploie le mot psychodramatique des événements de mai. Il comprend assez vite que c'est ce que les Français adorent, c'est-à-dire une mise en... Quelquefois, ça tourne mal, comme en 93, mais la mise en spectacle chorégraphique, etc., d'une révolte profonde, mais il sent bien que ça ne colle pas. Il voit très bien que... Est-ce qu'il a eu peur ? Il aurait eu peur d'une seule chose, c'est du Parti communiste. Mais il est quand même conscient assez vite que le Parti communiste joue la stabilité avec Pompidou. Nicolas Bavrez. Non, mais là, effectivement, je ne pense pas du tout qu'il ait eu peur parce que pour le coup, il est très proche de Kojève, et Kojève, qui est j'allais dire, en vieux cominternien, oui. Kojève dit, de toute façon, il n'y a pas de révolution sans mort, et avec ce cynisme absolu. Et d'ailleurs, le titre même de Révolution introuvable montre bien que Aron n'y a pas cru. Ce qui, en revanche, l'a heurté, parce que Aron, comme toute cette génération, c'est un homme qui a été absolument bouleversé, traumatisé par juin 40. Il ne faut jamais oublier qu'il a vu
un désastre militaire. Il commandait un poste météo juste sur la percée des chars allemands. Il a réussi, en retraversant les lignes allemandes, à rapatrier ses hommes jusqu'à Bordeaux. Mais il a vu ce que c'était que la destruction de ce qui était censé être une des meilleures armées du monde. Il a vu la débâcle. Il a vu la débâcle avec une société qui se décomposait. Il a vu un système, une république tomber et remplacée par Vichy, dont je rappelle que, par ailleurs, Aron a été l'objet concerné par le statut des Juifs. Il a été exclu de l'université et ses livres ont été brûlés et détruits en étant mis sur la liste auto. Donc, il fait partie de cette génération qui a vu ce que c'était que la destruction d'un État démocratique. Et c'est vrai qu'il n'a pas du tout cru que ça arrivait en 68, mais en revanche, l'idée que Cohn-Bendit renverse le général de Gaulle, on ne peut pas dire que Aron a toujours été un gaulliste critique, mais ça lui était insupportable. Et ça a incontestablement joué. Et ensuite, pour 68, ce qui est dommage, c'est que du coup, ça a décalé d'un peu plus d'une décennie sa réconciliation avec le milieu qui était le sien, c'est-à-dire l'intelligentsia de gauche. Il y a la fausse réconciliation avec Sartre de la poignée de main du Lutétien en 79. Et en fait, la vraie réconciliation, elle se fait avec le spectateur engagé et les mémoires. Donc, paradoxalement, le moment où la gauche arrive au pouvoir, l'alternance se fait, ce qui est positif. En revanche, ça va une expérience économique absolument désastreuse, qui ramène un peu au Front populaire. Et c'est ce moment paradoxal où se fait la réconciliation avec la gauche. Et là, 68 aura effectivement, il lui aura valu d'être interdit de parole, y compris à l'école normale supérieure, ce qui est évidemment lamentable. Oui, mais là, vous les uns et les autres, vous avez parlé de l'analyse politique de mai 68 par Raymond Aron, et moi, j'ai essayé de vous mettre sur le terrain de l'analyse sociale, on dirait sociétale aujourd'hui, mais le terme me passe difficilement la bouche, parce que certes, ce que vous venez de dire me semble tout à fait justifié, mais il me semble, en tout cas je me pose la question de savoir si Raymond Aron a vu quelque chose comme, que je vais résumer à une anecdote. Mon grand-père était né en 1901, je suis né 47 ans après lui. J'ai étudié dans les mêmes livres, dans ses livres, avec son nom dessus, dans les mêmes collèges, avec les mêmes horaires et avec la même discipline. Il y avait 3% de bacheliers à la génération de mon grand-père, il y en avait 20% à la mienne. Entre les deux, évidemment, on ne peut pas imaginer que les 20% acceptent le même type, et là je me concentre uniquement sur le genre, sur la vie universitaire, enfin la vie scolaire, et ensuite la vie universitaire, ne pouvait pas accepter la même chose. Et ça, j'ai l'impression que ça lui était complètement étranger. Alors non, pas du tout, parce que quand Aron, ce qui était rappelé par Jean-Louis Bourlange, quand Aron rentre à l'université, d'ailleurs avec une voix, ça pour le coup, c'était les Normaliens qui l'ont, en 1955, au moment d'ailleurs où il publie l'Opium des intellectuels, Aron a été un grand réformateur de l'université, et pour ces raisons-là, Aron voit qu'on est en train de passer un système d'université de masse. Et il a passé son temps à écrire, notamment au début des années 60, pour réclamer la réforme de l'université, pour que l'université s'adapte à ce changement complet qui est une université de masse, et qu'elle s'adapte aussi, non seulement simplement pour accueillir plus d'étudiants, mais qu'elle réforme profondément ses structures, ses modes d'organisation, ses modes d'enseignement. Effectivement, mais pour revenir sur mai 68, il s'est effectivement beaucoup impliqué dans la réforme de l'université. C'est quelque chose de très important pour lui. Il aimait ses étudiants, et bien que la révolution fût introuvable, ça l'a peiné un petit peu. Et dans ce moment 68, en fait, c'était aussi assez révélateur pour lui de ce qu'il développe dans les désillusions du progrès. Il parle des dialectiques de la modernité, il parle de la dialectique de l'universalité, la dialectique de la socialisation et la dialectique de l'égalité. Et en fait, c'est des dialectiques qui existent bien évidemment toujours aujourd'hui. Et celle de l'égalité en particulier était frappante pendant mai 68. Il explique, un de ses exemples, c'est que les étudiants réclament la suppression des notes, mais en même temps, ils réclament qu'il y ait un classement, parce qu'on est dans une société quand même compétitive. Et ces désillusions-là étaient pour lui constitutives de la modernité, mais, et ça c'est quelque chose d'important dont on n'a pas beaucoup parlé, Aron est resté toute sa vie un progressiste.
Et l'idée de progrès, pour lui, était quelque chose de très importante. Et il y fait référence notamment en parlant de l'idée de raison chez Kant. Il a écrit un article en 1978 qui s'appelle « Pour le progrès », après la chute des idoles, en réaction à la mode des nouveaux philosophes. Et toute sa vie, il a gardé cette tension entre à la fois les désillusions que pouvait provoquer la démocratie, mais en même temps, une idée de la raison chez Kant, un pari sur l'éducation de l'humanité à long terme. Et cette idée progressiste, ce caractère progressif chez lui est vraiment très important. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur l'université, je crois que il était quand même très, très impressionné par le modèle américain, qui, à l'époque, en 67-68, il y avait quand même 35% des jeunes Américains qui étaient dans l'enseignement supérieur. Et il avait très bien compris que c'était la diversité de l'enseignement. Et de ce point de vue-là, il était, à mon avis, très critique des choix faits, qu'on comprend à l'époque, par Jules Ferry. Quand Jules Ferry abolit la loi de 1875 sur l'université, qui était une sorte d'extension de la loi Fallou à l'université, c'est-à-dire on aurait eu plein de petites universités, et de façon un peu jacobine, ce qui n'est pas la méthode ordinaire de Ferry, Ferry crée l'université. Et ça ne pouvait marcher qu'avec une université très restreinte. Et ce qu'il comprend, c'est que la pression numérique oblige la diversité des systèmes. Et c'est pour ça, et là, il se heurte effectivement au jacobinisme. Alors moi, je voudrais simplement une petite anecdote, parce qu'on a parlé de Cohn-Bendit. Je me rappelle ce que m'avait raconté, quand nous étions au Parlement européen ensemble, Danny Cohn-Bendit, sur le fait qu'il avait vu, il ne l'avait pas vu depuis assez longtemps, mais il a rencontré au mois d'août celle qu'il appelait Tante Anna. Parce qu'Anna Arendt était très liée à la famille Cohn-Bendit en Allemagne, etc. Et alors, elle a eu vis-à-vis de Danny une attitude entièrement différente de celle de Raymond Aron. Elle lui a dit « C'est bien, petit, ce que tu as fait, parce qu'il faut se débarrasser du communisme et du gaullisme. » Mais toujours une image de l'élégance d'Aron. Donc, à la suite des événements de 68, Cohn-Bendit a été interdit de séjour en France. Et c'est Aron qui plaide auprès de Valéry Giscard d'Estaing pour que soit levée cette interdiction de séjour et que Cohn-Bendit puisse à nouveau se rendre en France, ce qui de fait a été le cas. Giscard détestant Marcellin, c'était facile. Non, mais sur l'élégance de Raymond Aron, les témoignages sont innombrables. Vous avez parlé tout à l'heure de presque sa recherche des opposants à l'université. Je me souviens de Robert Castel qui avait fait sa thèse avec Raymond Aron et que Aron a propulsé par la suite alors qu'ils étaient en parfait désaccord. Ils étaient d'ailleurs aussi amateurs de discussion et de contradictions l'un que l'autre. Non, j'ai mal formulé ma question tout à l'heure, malheureusement c'est trop tard pour le refaire. C'est pas par rapport à son attitude à l'égard de l'université et de sa réforme, c'est par rapport à la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a compris le changement de rapport à la loi, de rapport à la règle, de rapport au qu'en dira-t-on dans les générations qui ont été celles qui ont fait mai 68 et qui ont suivi. Écoutez, ça sera peut-être l'occasion d'un prochain anniversaire de Raymond Aron, une possibilité de vous reposer cette question. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Je remercie aussi François Citon, avec qui j'ai préparé cette émission, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, l'arrière-boutique où nous avons enregistré cette conversation et Nouvelles Écoutes qui nous produit. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, et dimanche prochain pour un nouvel épisode du Nouvel Esprit Public.